Un problème à trois corps, c'est une série qui vous donne l'illusion d'être intelligente, qui vous est présentée comme une histoire avec plein d'actions et de rebondissements avec des aliens par Netflix, mais qui retombe finalement comme un soufflé au fromage. Parce que les créateurs derrière la série ne sont autres que David Benioff et D.B. Weiss, les mêmes gars derrière Game of Thrones. Alors, il y a bien Alexander Woo dans l'équipe, mais je pense que vu la colère des fans de l'œuvre de George R.R. Martin, toutes les critiques se catalyseront sur ces deux. Rappelons que David Benioff et D.B. Weiss, D&D, ont un certain talent, puisque leur adaptation des premières saisons de Game of Thrones est tout à fait excellente. Il faut pas leur enlever ce mérite. Mais quand ils ont dû adapter la suite de la série que l'auteur lui-même n'avait pas encore écrite, c'est là que les problèmes ont commencé. L'univers s'était subitement mis à rétrécir avec les personnages qui faisaient d'énormes distances, en contradiction avec la temporalité, les dialogues et les personnages perdaient en intelligence, et le scénario présentait des erreurs et des lacunes flagrantes. En plus, ils ont plié la dernière saison qui pouvait être encore développée pour être plus cohérente. Mais D&D avait d'autres projets en tête et ne voulait pas passer le relais à d'autres. Une série adorée collectivement puis détestée d'un même élan, j'ai l'impression que tout le monde essaie de l'oublier, plus personne ne veut en parler parce qu'ils ont eu le talent de faire rentrer énormément de gens dans cet univers de geek, mais la déception était à la hauteur de la hype qu'ils avaient réussi à créer. Donc, lorsque Netflix annonce leur retour avec un problème à trois corps, une trilogie chinoise écrite par Liu Cixin, l'un des auteurs de SF les plus célèbres en Chine si ce n'est le plus célèbre, en est un peu prudent. Cette trilogie a quand même gagné le prix Hugo en 2015, le prix américain le plus reconnu pour la littérature SF et fantastique, et même dans une interview du New York Times, Barack Obama disait que cela faisait partie de ses lectures pour s'évader des problèmes trop terre-à-terre qu'il connaissait au Sénat durant sa présidence. Et comme je l'ai dit, là où D&D excelle, c'est dans l'adaptation d'une œuvre. Et celle-ci est terminée. Il n'y aura pas besoin qu'ils inventent des choses pour combler les trous. On a en plus le retour de nombreux acteurs de Game of Thrones. On a Ramin Djawadi, le compositeur des musiques de Game of Thrones, qui a fait des bonds de sang iconiques, que ce soit de la saison 1 à la saison 8. Donc malgré nos réticences, quand on voit à l'écran ces deux noms, on se laisse tenter. Alors, entrant dans le vif du sujet, on va se refaire la série épisode par épisode. J'ai pas lu les livres, si vous voulez m'éclairer sur certains points, vous êtes les bienvenus. Bien évidemment, spoiler pour le reste de la vidéo, allons-y. La série commence en 1966, en Chine, pendant la révolution culturelle, avec les révolutionnaires de Mao qui mènent un tribunal populaire contre les universitaires. Ils font partie des Gardes Rouges, un mouvement de masse chinois constitué en grande partie d'étudiants et de lycéens, mouvement qui a été ensuite rejeté par Mao lui-même. Explication utile à mon avis pour comprendre la présence d'un personnage quelques épisodes plus tard. Un physicien est en plein jugement, et sa fille, une physicienne également, est contrainte d'assister à sa condamnation à juste et à la soif de violence de la foule. Un point intéressant à relever ici, c'est qu'on est en plein parallélisme avec Ned et Arya Stark. C'est une scène iconique de la série Game of Thrones, et il y a vraiment un reflet de cette scène de façon volontaire ou involontaire. On s'attache directement à cette jeune femme qui est envoyée aux travaux forcés et qui vient de perdre son père d'une façon extrêmement brutale. Un bon point pour le scénario. La série enchaîne en faisant un bond dans le temps à notre époque à nous, à Londres, pour suivre deux groupes de personnages. D'un côté, on a une enquête sur des morts mystérieuses de scientifiques, menée par Clarence Shih, pour moi l'un des personnages les plus réussis, et de l'autre, un groupe de jeunes scientifiques, surtout des physiciens, des anciens poteaux de fac qui vont être au centre de tous les mystères de la série. Ce groupe de scientifiques qui s'étaient un peu éloignés les uns des autres se retrouve suite au décès volontaire de l'un de leurs professeurs, Vera Ye. À ce moment, on a un peu d'exposition sur les personnages et c'est amené intelligemment. Chaque fois que l'on parle d'eux, il y a une justification. Par exemple, les filles sont au bar, il y a un gars qui vient les déranger en pleine conversation et qui pour les draguer veut deviner leur métier. Là, elles en profitent pour étaler toutes leurs compétences, pour l'impressionner et pour le faire fuir. Dans un autre contexte, étaler tout leur CV aurait fait chelou. Là, c'était parfait. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'on se dit que la série est bien travaillée. On fait la connaissance de Saul, d'Oggy et de Jean, et alors qu'Oggy est encore au bar, un étrange conteur apparaît devant elle. Elle en parle à Jean, elle va consulter un neurologue, mais rien n'y fait. Les chiffres sont toujours là, ils défilent, et bientôt il lui reste moins de 2 jours avant qu'il n'arrive à 0. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qui se passera quand le compteur arrivera à sa fin? C'est le genre de mystère qui intrigue beaucoup. Vraiment, un des moteurs du début de cette série. Et Netflix l'a très bien compris,
série en l'utilisant dans tous ses éléments de promotion. Parce qu'un des outils les plus importants au niveau scénaristique, c'est d'imposer une contrainte de temps. Là, le personnage a ce timer en pleine face, à tout moment de la journée, c'est une très bonne mécanique. La réponse à toutes nos questions nous parvient grâce à une mystérieuse jeune femme qui lui explique qu'elle devra arrêter ses travaux pour que le compteur disparaisse, et que de très mauvaises choses pourraient arriver si elle ne le faisait pas. Pour lui prouver qu'elle dit vrai, elle lui propose de regarder le ciel demain à minuit pour que l'univers lui fasse un clin d'œil. Encore une fois, c'est très mystérieux et on a envie d'en savoir plus. On a un retour dans le passé et l'on retrouve notre jeune physicienne qui se fait charmer par un jeune homme qui va finalement la trahir et lui entraîner encore plus de problèmes. Ses connaissances en physique lui sauvent la vie car une mystérieuse base militaire aurait besoin de ses talents. Elle fait le choix d'entrer dans la base, quitte à ne plus pouvoir en ressortir à cause des secrets qu'elle apprendrait. Mais bon, son autre alternative, c'est une vie en prison ou aux travaux forcés, donc le choix est facile. Une énorme antenne se trouve sur la base, le but est énoncé, établir une communication avec l'espace. La dernière pièce de ce début d'intrigue est posée avec Jean, qui rend visite à la maman de Vera qui est endeuillée. Et c'est là qu'on a deux points importants. Le premier, c'est la révélation de l'identité de la maman. Elle est en réalité cette jeune physicienne que l'on suit dans la Chine maoïste, et on a la découverte d'un mystérieux carte de réalité virtuelle qui est offert à Jean. Une prouesse technique qui amène la jeune femme dans un univers étrange, dans lequel elle devra vaincre différents niveaux qui ont tous pour but de prévoir une catastrophe à venir. L'épisode se termine sur Auggie et Sol qui surveillent le ciel à la recherche du fameux signe prédit, et là, les étoiles se mettent toutes à clignoter. C'est en fait du Morse qui reprend le compte à rebours que la jeune femme a toujours sous les yeux. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur ce premier épisode, mais c'est pour vous montrer la densité d'informations, de personnages, de concepts qui sont abordés en moins d'une heure et de façon très efficace. C'est un très bon début, que ce soit au niveau du rythme ou de l'action, et c'est dommage que le reste de la série n'ait pas suivi le même schéma. Pressée par le compteur, Auggie décide d'arrêter publiquement les recherches qu'elle mène sur les nanoparticules. Bon, évidemment, dans son équipe, personne ne la comprend, mais le compteur s'arrête. Auggie souffle enfin, et c'est le moment que choisit l'inspecteur pour la contacter. Il lui apprend notamment qu'elle n'est pas seule à avoir vu ces chiffres, et que tous les autres scientifiques qui en ont été témoins ont soit arrêté leurs recherches comme elle, soit sont décédés dans d'étranges circonstances, d'où son enquête. L'histoire nous ramène auprès de Wenji, la maman de Vera jeune. Là encore, elle se lie avec l'un des scientifiques ingénieurs de la base, mais celui-ci lui vole son idée d'utiliser le soleil pour amplifier le signal de communication. Le gars au pouvoir de la base refuse ce plan, mais secrètement, Wenji va quand même l'exécuter, en faisant bouger l'immense antenne en direction du soleil. C'est un peu chelou que personne ne l'ait remarqué, mais passons. Au même moment, l'un des techniciens capture un moucheron. C'est une belle symbolique pour le reste de l'histoire, je valide. Dans le présent, il reste deux personnages dans le groupe dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce qu'ils n'ont pour le moment aucune importance dans l'intrigue. C'est Will et Jack, ce dernier joué par John Bradley, notre bon vieux Samuel Tarly, qui incarne ici une sorte d'entrepreneur qui a quitté la fac pour devenir riche. Pour vous donner la dynamique du groupe, Auggie et Sol sont en mode c'est compliqué, parce que Sol est un gros charreau, Will est secrètement amoureux de Jean, mais celle-ci sort avec un militaire ingénieur du nom de Raj, et Jack, c'est le gars qui va faire des petites blagues pour rendre tout cela un peu moins sérieux. Parce que c'est pas toujours joyeux. Will apprend qu'il a un cancer en phase terminale, incurable. La scène qui suit cette annonce avec Jack est vraiment bien jouée par John Bradley, et j'espère qu'on lui confiera de plus en plus de rôles sérieux. Après cette annonce, je me suis dit qu'on allait justement avoir un parcours très intéressant pour Will. Il y a des forces extérieures au monde qui envoient de plus en plus de signes, il y a pas mal de références qui sont faites à Dieu et à la foi. C'est le personnage qui par excellence peut prendre tous les risques, parce qu'il se sait condamné. Le problème, c'est qu'à partir de cette annonce, Will ne fera presque plus rien de la série, si ce n'est d'accepter sa mort en regardant les autres agir. Alors, ça a un côté très réaliste, surtout lorsque l'on arrive aux événements du climax que l'on évoquera après, mais ça plombe totalement le rythme. Parce qu'on n'est pas dans un documentaire, on est dans une histoire avec plein de mystères à résoudre. Et voir un personnage assis pendant de longues minutes devant la mer, ne faisant rien du tout, et ceci pendant presque l'intégralité de la série, bah c'est se tirer une balle dans le pied d'un point de vue scénaristique. À la limite, si on ne le suivait pas trop, pourquoi pas, mais on passe beaucoup de temps avec lui. Dans le passé, les flashbacks arrivent enfin à leur dénouement avec Wenji. La révolutionnaire qui a tabassé son père en place publique se retrouve aux travaux forcés. Comme je vous l'expliquais au début,
début, Mao s'est retourné contre les gardes rouges, d'où sa présence ici. Wenji cherche à obtenir une excuse de la part de la révolutionnaire, mais celle-ci refuse. Si c'était à refaire, elle n'hésiterait pas. C'est cet événement qui va lui faire prendre une décision qui impactera l'entièreté de l'humanité. Parce qu'en pleine nuit, alors qu'elle est seule à surveiller les écrans, un signal arrive à Wenji. Un message indiquant que les autres ont bien reçu le signal, mais que c'était une erreur à ne pas refaire. Celui qui lui parle est un alien gentil qui la prévient de ne surtout pas recommencer. Sinon, les méchants aliens pourront décider de venir conquérir la Terre. Bon, je vous l'explique comme à des enfants de 5 ans, mais c'est plus court. Wenji va alors prendre une décision que je trouve très intéressante pour cette jeune femme qui a tout perdu, que l'on a trahi encore, et qui n'a d'autre futur que cette base militaire. Une réponse est envoyée, venez, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. L'épisode 2 se termine là-dessus, on est franchement hyper excité pour la suite. Tout le groupe de scientifiques commence à se rassembler, à échanger les différentes informations qu'ils ont sur ces mystères, le décompte, les casques de réalité virtuelle, etc. Jack aussi a reçu un casque de réalité virtuelle, et avec Jean, ils essaient d'avancer dans les niveaux. Tout le côté fantastique de cet univers virtuel, les concepts étranges qui sont évoqués, les effets spéciaux, c'est vraiment une force de ce début d'histoire. Leurs connaissances leur permettent de résoudre les défis du jeu, parce que chaque niveau apporte une nouvelle information. Le premier, c'est la supériorité de la science sur le mysticisme. Le second révèle la structure des étoiles de cet univers. Il y a 3 soleils qui rendent les choses instables et qui entraînent des catastrophes. Le troisième explique les objectifs du jeu, sauver les habitants de cette planète. En vrai, ces moments de réalité virtuelle sont très divertissants. Mais quand on regarde avec du recul ce qu'ils apportent à l'intrigue, c'est très maigre. En une phrase, c'était plié. Nous sommes un peuple qui vivant sous 3 étoiles, qui menace de nous exterminer. La science ne peut rien y faire. Aidez-nous, s'il vous plaît. Parce que, quel est l'intérêt de la réalité virtuelle? C'est que les humains éprouvent une certaine empathie pour ce peuple, et rejoignent une secte d'humains qui souhaitent accueillir ces aliens. C'est pour cela qu'ils ont placé cette petite fille dans le jeu, mais c'est raté. On voit bien que ça marche pas. Jack et Jean ne sont pas plus sensibles à ces aliens une fois la révélation passée. Pour que cela fonctionne, il aurait fallu nous faire douter de la réalité de cette petite fille. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont essayé de faire lorsqu'ils ont dit qu'elle se rappelait de toutes les morts qu'elle a connues dans le jeu. Le truc, c'est que le spectateur et le joueur savent que c'est un jeu. La frontière n'est jamais brouillée. Jack refuse de poursuivre le jeu, mais Jean veut en savoir plus sur ces aliens qui s'appellent les Santi. Le refus de Jack va lui coûter la vie. C'est ainsi que se termine l'épisode 3, avec la mystérieuse jeune femme qui a annoncé à Oggy le clin d'œil dans le ciel, et qui s'éloigne du corps disparaissant sur les caméras. À ce moment, on se dit que c'est une alien, qu'elle a des pouvoirs, parce que même l'inspecteur ne parvient pas à la voir avec ses jumelles. On se rendra compte que c'est rien de tout ça, mais encore une fois, c'est un bon épisode. Même si on commence à voir des faiblesses ici et là. Mais cela n'entache pas le reste de la qualité de l'intrigue. Le décès de Jack va secouer tout le groupe, et l'organisation qui s'occupe de l'enquête va prendre contact avec eux, et pousser Jean à se rendre à la réunion des Illuminés anonymes, qui est organisée pour toutes les personnes qui ont réussi les 4 niveaux du jeu en réalité virtuelle à travers le monde. Pendant que les héros s'organisent, on a de l'autre côté plus d'éléments sur la secte qui vénère les Santi. Leur chef a constitué une sorte d'arche de Noé, nommée le jour du jugement, sur lequel il y a plein d'enfants de toutes les origines, et toute une société qui vogue sur les eaux internationales. Ce gourou est à l'image du grand moineau dans Game of Thrones, même résonance au niveau de ses fidèles, même sobriété dans ses appartements, et surtout même acteur. Après, c'est pas un problème, Sir John Price est bon dans ce type de rôle. Le truc, c'est qu'il communique avec les Santi via un micro, et il leur raconte des histoires pour enfants, on sait pas trop pourquoi. Sûrement pour les instruire, mais on apprendra par la suite que les Santi peuvent accéder à l'intégralité des informations de l'humanité, notamment en accédant à Internet. Alors je vois pas trop l'intérêt de la chose, si ce n'est le côté spectacle. Peut-être qu'ils ont besoin qu'un humain leur explique certains points, ça crée une certaine ambiance, donc je suis pas totalement contre l'idée. Par contre, ce qui est bizarre, c'est le point de rupture entre ce groupe et les Santi. Pour la première fois, les aliens vont poser plus de questions sur les histoires qui lui sont racontées, et ils vont réaliser que ce n'est pas la réalité. Le gourou leur ment en quelque sorte, parce qu'il leur raconte des choses qui n'existent pas. Les contes pour enfants ne sont que des histoires. Et le mensonge, c'est un concept qui est étranger à ces êtres qui leur fait subitement peur et perdre confiance en l'humanité. Quand on sait que les Santi observent depuis des mois les humains, qu'ils ont accès
accès à peu près l'intégralité des connaissances de notre monde. C'est très bizarre de se rendre compte que maintenant que les humains ne sont pas premier degré 24 heures sur 24. Genre, ils sont allés sur internet, ils se sont dit tout est vrai. Les sentis, c'est ta vieille tante sur Facebook en fait. Ils prennent le contrôle de la télévision, ils ont dû voir passer des films, de la fiction à un moment donné, et s'ils sont tombés sur des films américains avec Rambo, Tom Cruise qui tabassent des aliens, ils ont dû avoir des sueurs froides. Bref, cette révélation du mensonge est la fin du contact des sentis avec le gourou. La secte est désavouée, ce qui expliquera pourquoi les héros arriveront à les vaincre aussi facilement. On apprend que la maman de Vera, Wenji, que l'on suivait dans le passé, est en réalité la chef de la secte lors de la réunion des Illuminés anonymes où se rend Jin. La révélation était pas difficile à deviner parce qu'on avait beaucoup d'éléments dans les épisodes précédents, mais c'est pas gênant. Et surtout, c'est intéressant de revenir aux premiers épisodes et de revoir les dialogues de la mère qui pouvaient être lourds de signification. La secte est arrêtée, il y a des morts et on a un face-à-face entre Wenji et le chef des opérations. Une annonce est faite, les sentis arrivent. Fin de l'épisode 4. À présent qu'une partie de la secte est arrêtée, il faut réussir à trouver des informations sur les sentis. Il y a sûrement des enregistrements qui ont été faits. Et s'il y a bien un endroit où la secte peut les cacher, c'est le bateau du gourou qui est toujours en mer. Il faut réussir à infiltrer ce bateau pour réussir à récupérer ces informations sans que les membres de la secte ne s'en rendent compte. Parce que le risque, c'est qu'ils détruisent les preuves sans laisser aucune trace. Pour moi, c'est à partir de ce moment que la série se casse la gueule. Plusieurs solutions sont évoquées. Balancer du gaz, mais le navire présente trop d'aération pour que le gaz soit efficace. Envoyer les forces spéciales militaires, mais il y aurait trop de morts des deux côtés et ils pourront avoir le temps de détruire les disques durs. Leur tirer un missile dessus, mais ça reviendrait au même. Bref, le chef dit à l'inspecteur que toutes ces idées sont mauvaises. Mais lui a un plan qui les surpasse toutes. À ce moment, on se dit que ça doit être un plan de malade. Mais à la fin de l'épisode, on nous révèle que celui-ci consiste à poser un grillage invisible constitué de nanoparticules sur la route du bateau, pour le découper en petits cubes comme dans un hachoir. S'il voulait éviter les pertes humaines, c'est raté. Et en ce qui concerne les données, quand on regarde les explosions et l'incendie qui suit, je comprends pas la différence avec le missile. Ce n'est que par chance qu'il retrouve le disque dur qui aurait pu être détruit avec tout le reste de l'équipement informatique qui est d'ailleurs parti en fumée. Le disque dur contient tous les échanges entre le gourou et les sentis, mais également un fichier volumineux qui fonctionnerait comme un 5e niveau dans le jeu de réalité virtuelle. Là, ils peuvent parler avec l'IA ou l'alien qui se trouve dans le jeu. Tous les mystères de la série sont alors expliqués, ainsi que les motivations des sentis. Premièrement, les sentis vont mettre 400 ans à arriver. C'est vrai, on l'apprend un peu plus tôt, mais je regroupe pour simplifier. Du coup, il n'y a aucun senti sur la Terre en ce moment. Deuxièmement, tous les phénomènes étranges s'expliquent par deux minuscules objets qui se nomment des sophons. C'est un mix entre un ordinateur hyper intelligent et un photon qui a la capacité de grandir ou de rétrécir quand il le souhaite. Ces sophons peuvent se déplacer très rapidement, c'est pour ça qu'ils sont là avant les sentis, et c'est pour cela qu'ils peuvent tout pirater, tout entendre, et même rentrer dans le cerveau des gens pour leur faire apparaître des images comme un compteur par exemple. Le ciel qui fait un clin d'œil, c'est un sophon qui a beaucoup grossi et qui a fait une image du ciel qui clignote. Troisièmement, les sentis ne savent pas mentir, du moins ils le prétendent. Et ils avouent que le temps qu'ils arrivent sur Terre, nous les aurons sûrement dépassés technologiquement pour les faire exploser en plein vol. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est nous parasiter avec leurs deux sophons. Et c'est pas rien quand on y pense. Mais on va y revenir. Leur but est simple, empêcher les avancées scientifiques pour arriver sur notre planète en toute sécurité. Et suite à toutes ces annonces, ils vont même faire un communiqué planétaire en court-circuitant l'intégralité des écrans de la planète avec la phrase « Vous êtes de la vermine ». Et c'est totalement illogique et contre-productif pour les sentis de faire ça. Leur but, c'est d'arriver en sécurité sur la planète. Les disparités et les conflits qui existent au sein de la Terre ne devraient pas leur échapper. Et en faisant une annonce publique, ils révèlent à tous leur existence, alors que ce serait plutôt dans leur intérêt de fonctionner en sous-marin. Et en menaçant toute la planète d'un coup, ça a pour conséquence d'unir tous les cerveaux de l'humanité contre un ennemi commun. Donc les sentis sont pas si intelligents que ça. À ce moment de l'histoire, d'un point de vue scénaristique, on a perdu toute tension dans le récit. Il ne reste plus aucun mystère, les sentis ne sont pas une menace directe pour nos héros, la contrainte de temps n'existe plus parce que tous les personnages seront morts d'ici là, mais ce n'est pas inintéressant, dans le sens où justement, c'est une problématique qui est évoquée par la population en général. Doit-on se soucier d'un ennemi qui arrivera dans 4 générations? Un parallèle avec l'écologie peut être rapidement fait, même si celui-ci risque d'arriver bien avant, mais restant avec nos aliens, donc pourquoi pas, mais pas comme ça. Le problème, c'est que la dynamique de la série change totalement. Là où on venait pour une série allaitante, avec des phénomènes
phénomènes de plus en plus étranges. On se retrouve avec un rythme très lent qui suit d'un côté les forces militaires essayant de trouver un plan pour contrer les Santi. On est vraiment sur un Marvel Avengers qui prépare l'arrivée de Thanos, sauf qu'elle va arriver dans très longtemps. Et de l'autre, on passe énormément de temps avec Will et son cancer. À la limite, si on avait commencé comme ça, pourquoi pas, mais l'explosivité du début rend cette suite de séries totalement ennuyante. Et je n'ai pas encore parlé du plan totalement tiré par les cheveux qu'ils vont mettre en place. Parce que Thomas Wade, le chef des opérations, il veut à tout prix aller à la rencontre des Santi dès que possible. On a beau lui dire de tous les côtés, y compris de celui des Santi, attends un peu, on va se développer et on va les faire exploser en plein vol. Lui ne veut rien entendre. Il réunit plein de scientifiques pour qu'ils créent une sonde capable de rendre visite au vaisseau des Santi. Alors, j'ai peut-être raté le moment où on apprenait l'information, mais j'ai pas l'impression qu'on lui ait dit où se trouvait le vaisseau des Santi dans l'espace. Et j'espère l'avoir raté, sinon, déjà, de base, le plan ne peut pas fonctionner. Après, il faut trouver un moyen de voyager plus rapidement. Et c'est là que Jean entre en scène. Elle utilise une théorie qui existe réellement, la propulsion nucléaire pulsée, même si elle ne s'exécute pas exactement de la même façon, mais il leur faut 1000 bombes nucléaires pour que celle-ci fonctionne. Et il révèle qu'il ne veut pas envoyer cette sonde pour détruire les Santi, mais envoyer un humain, lui-même, discuter et apprendre des choses avec les Santi. Et là, je comprends pas, s'il veut discuter, il lui suffit d'ouvrir la bouche, parce que la série a établi assez clairement que les Sophons nous écoutent en temps réel. Et on a vu qu'ils pouvaient apparaître sur n'importe quel écran pour taper la discute. En envoyant un humain là-bas, à condition que le plan fonctionne, on va leur donner potentiellement nos secrets. Bon, et l'idiotie continue, parce que le voyage pour atteindre le vaisseau spatial des Santi va mettre 200 ans. Du coup, ils inventent une méthode de cryogénisation. Ils la testent sur un singe pendant 1 mois, et ils concluent que ça va le faire pour un être humain, et ceci pour une période de 200 années. À la limite, ils auraient pas mis tous ces éléments, j'aurais pas remis le truc en cause. Il leur suffisait juste de dire, on a développé depuis des lustres une technique de cryogénisation, la voilà. Mais là, ils se dépêchent à tout prix, ils auraient pu prendre une dizaine d'années de développement sur les 400 qui leur restent, pour ne pas balancer des milliards à la poubelle. Ce plan, déjà bancal, devient totalement délirant lorsqu'ils n'arrivent à obtenir que 300 bombes nucléaires. Il leur faut un corps plus petit pour l'envoyer dans l'espace. Et la conclusion, c'est de couper la tête d'un mec, de cryogéniser son cerveau et de l'envoyer aux Santi en croisant les doigts pour qu'ils aient la technologie de lui faire retrouver son corps. Ils ont aucune assurance là-dessus. Et tout ça pourquoi? C'est un mystère. En plus, Thomas Wade répète que la seule chose que l'humanité a pour elle, c'est son cerveau. Donc je vois pas l'intérêt de leur offrir sur un plateau d'argent. Et à chaque fois qu'on ne regarde pas les militaires bâtir ce plan à 2 balles, on suit la lente agonie de Will. Et ce qui est dommage, c'est que dans d'autres circonstances, j'aurais vraiment aimé cette histoire. Parce que Will, c'est un personnage qui est persuadé de ne jamais rien avoir réussi dans sa vie. Il s'est toujours limité, que ce soit dans sa carrière ou en amour. C'est un gars qui accepte peu à peu sa fin. Et j'ai trouvé très beau et très poétique des séquences comme celle des bateaux en papier, ou de sa marche vers les étoiles dans le hall d'entrée de Stellaris, mais là, la série ne nous a vraiment pas mis dans le mood. Et puis, on ne lui donne rien à faire comme action, ce qui reste en accord avec son personnage finalement, parce que son réel rôle arrive à la fin de cette saison. C'est lui qui va voyager dans l'espace, sa bien-aimée Jean va venir lui proposer l'idée sans vraiment le faire, et Will va comprendre ce qu'il a à faire. Envoyer son cerveau vers une race d'aliens inconnus. Mettez en commentaire si vous êtes prêt à envoyer votre cerveau dans l'espace par amour. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'une fois Will décédé, ses amis ont la possibilité d'assister à l'extraction de son cerveau en temps réel, vraiment très bizarre. Et le plus incompréhensible, c'est que l'envoi du cerveau de Will est un échec. Le plan ne fonctionne pas, et son cerveau se retrouve à voyager dans l'espace pour des milliers d'années. Alors, on se doute bien qu'on n'a pas passé l'intégralité de la série à suivre Will pour que tout cela ne mène à rien, du moins je l'espère, mais je vois pas l'intérêt de faire ce faux suspense, parce que j'imagine que Will atteindra des aliens, que ce soit les Santi ou d'autres, et reviendra sous une autre forme. Bon, et si on terminait cette vidéo en parlant de la fin de certains personnages que j'ai un peu passé sous silence. Augie n'est plus victime du compteur pour une raison inexpliquée, étant donné que les motivations des Santi n'ont pas changé. Du coup, elle décide de partager ses travaux pour en faire bénéficier la planète entière, pour par exemple aider à filtrer l'eau dans les pays plus pauvres, mais oubliant totalement le potentiel destructeur de son invention qui pourrait tomber entre de très mauvaises mains. Wenji, la gourou, est libérée parce qu'officiellement, aucun crime n'est reconnu
retenu contre elle. Elle a juste trahi l'humanité entière, pactisé avec une race alien, elle a été complice ou commanditaire de nombreux meurtres, et je suis sûr qu'il y aurait moyen de trouver des dizaines de chefs d'accusation contre elle. Mais il la laisse sortir. Au début, je me suis dit qu'ils allaient l'espionner, que c'était un moyen d'en apprendre plus sur les Senti, et qu'ils allaient par exemple truffer sa maison de micro et de caméra. Même si les Senti avec les Sophons pourraient parasiter les enregistrements, on saurait qu'il y aurait eu prise de contact. Mais non, ils vont juste mettre un flic sur le coup pour la surveiller de loin, alors qu'elle peut communiquer avec les Sophons en temps réel, c'est incompréhensible. En ce qui concerne Saul, il s'est avéré tout aussi inactif que Will dans cette série. Il est le premier personnage que l'on rencontre, on se dit qu'on va vivre des choses avec lui, mais il ne sert que de support émotionnel pour les différents membres du groupe jusqu'à ce dernier épisode. Et c'est ce qui est dommage avec cette série. J'ai l'impression qu'ils ont voulu créer beaucoup de personnages, comme dans Game of Thrones, avoir de multiples points de vue, mais les personnages de Game of Thrones ne sont jamais à l'état dormant. Ils vont toujours vers un but, un objectif, et on les suit tour à tour. Alors qu'ici, certains personnages attendent leur tour pour entrer en scène. Le reste du temps, ils sont littéralement en train de passer le temps. Parce que le rôle qui est attribué à Saul dans ce dernier épisode, c'est le rôle de colmateur. C'est un rôle que j'ai trouvé intéressant et assez drôle, je dois dire. Même si la nomination de Saul est un peu tirée par les cheveux. En gros, comme Saul est visé par les Sophons, les différents gouvernements se disent qu'il est sûrement important et le nomment aux côtés de deux autres génies politiques et militaires pour établir un plan contre les Senti. Plan qui ne devra être divulgué à personne parce que même si les Sophons peuvent tout voir ou tout écouter, ils ne peuvent pas accéder aux pensées. Et il aura presque tous les pouvoirs pour arriver à les vaincre. À chaque fois que Saul refuse ce travail, ceux qui l'accompagnent font comme si ça faisait partie de son plan secret. Et c'est ce que j'ai trouvé marrant, même si la prise de pouvoir est mal amenée. Et ça nous amène surtout à un problème scénaristique qui est crucial avec les Sophons, parce que les possibilités d'attaque pour de telles créatures sont infinies. Pour rappel, elles peuvent devenir géantes et faire la taille de la Terre, elles peuvent devenir minuscules et rentrer dans le cerveau des gens et faire apparaître des images, elles peuvent pirater tous les systèmes et se matérialiser sous forme d'images pour communiquer, donc elles pourraient pirater l'ensemble d'Internet et neutraliser tous les ordinateurs de la planète. Elles pourraient nous faire voir des choses qui nous conduiraient à la mort. Ils pourraient créer des armées de fanatiques en leur envoyant des signes ou des visions, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font un peu en cette fin de série. Elles peuvent tout simplement neutraliser tous nos systèmes de communication ou de déplacement pour qu'on revienne au Moyen-Âge. Sans parler d'extermination, parce que c'est tout à fait à leur portée de déclencher nos armes nucléaires. Bref, il serait très facile de nous renvoyer à l'âge de pierre et de gagner un temps immense pour eux. Au lieu de ça, ils font des attaques hyper ciblées sur quelques scientifiques. À croire que toute la communauté de chercheurs ne repose que sur eux. Et même leurs attaques n'ont aucune logique. Parce qu'ils piratent des voitures autonomes pour venir écraser Saul, mais ils ne piratent pas son avion privé quelques heures plus tard. D'ailleurs, à ce propos, si on pousse un peu la réflexion, on a établi que les Senti ne pouvaient pas mentir, mais ils le font, du moins selon leur définition. C'est ce qu'ils ont fait avec le clin d'œil dans le ciel, ils ont remplacé le ciel étoilé pour faire croire à leur bobard, c'est une forme de mensonge. Pareil, avec les différentes civilisations du jeu en réalité virtuelle, ils mettent en scène Genghis Khan, Newton, Alan Turing, une rencontre qui n'a jamais eu lieu, qui n'existe pas, dans un univers qui n'existe pas. On est sur le même niveau que les contes que racontait le chef gourou aux Senti. Parfois, j'avais l'impression que beaucoup de dialogues sortaient du chapeau, comme s'ils étaient placés là sans cohérence. Il y a plein d'exemples, mais celui le plus marquant, c'est la dernière rencontre entre Wenji et Saul. Elle lui raconte une blague qui n'est pas drôle, lui accepte de lui parler sans aucune émotion, comme s'il oubliait qu'elle était en partie responsable du décès de Vera et de Jack, son meilleur ami. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé. Avant de regarder la série, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'il fallait s'accrocher pour ne rien rater. Pour moi, ce n'est pas comme une série comme Westworld où si on réfléchit bien, tout se tient, du moins dans les premières saisons. Là, c'est la surface qui a l'air complexe, mais dès qu'on se met à gratter, c'est un peu décevant. Et ça l'est d'autant plus lorsqu'on a été emballé par la première moitié de la série, qui sont très différents de la seconde moitié. On a un petit PTSD de ce qui s'est passé sur 8 saisons avec Game of Thrones. Un début bon et une fin bâclée. Je ne sais pas si c'est du fait de D&D, mais ça joue certainement pas en leur faveur. Comme toujours, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, lâchez un petit like, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, j'espère qu'elle vous a plu, à bientôt.